Les amis, bonjour, bienvenue sur Texla, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo foire aux questions. Hop, petit rajout avant de diffuser la vidéo. On est déjà le 1er janvier 2021, donc je tenais vraiment à vous souhaiter à tous une excellente année 2021 les amis. On continue la vidéo tout de suite. Un format un peu différent d'habitude. On ne se retrouve pas dans la voiture ni à l'extérieur comme j'ai l'habitude de faire. On va simplement faire le tour de toutes les questions que vous avez pu poser autour du bilan des 100 000 km. Vous y avez vraiment grandement participé, je vous en remercie grandement. Merci à vous qui faites vivre la chaîne. Certaines questions ont été posées plusieurs fois, bien sûr j'en sélectionne qu'une. On va à l'essentiel. On va commencer par la question numéro 1 qui a été posée. Ça, c'est celle qui vous a le plus intrigué. On n'est pas du tout dans le sujet automobile. La question la plus posée est pourquoi je portais un masque lors de cette vidéo? A priori, c'est quelque chose qui a l'air d'avoir choqué. Gêné parfois. Alors tout simplement, j'ai porté le masque parce que c'était obligatoire dans cette zone. C'est une zone très touristique, contrôlée. On avait l'impression que j'étais seul dans cette zone puisqu'il n'y avait absolument personne derrière moi. Normal, c'est un parking qui était fermé d'accès au public. Par contre, je vous garantis que devant moi, j'avais tout un tas de personnes qui passaient, toutes masquées bien sûr, puisque c'était encore obligatoire, je le répète. Voilà. Maintenant, je peux comprendre que ça n'est pas forcément plus. J'ai une personne qui m'a très bien expliqué, qui m'a dit que tout simplement, lorsqu'elle regardait des vidéos, elle avait besoin de se divertir et qu'on n'avait pas forcément envie d'être accroché au quotidien qui est déjà assez lourd en ce moment. Donc j'ai compris le message, le masque, on essaie d'éviter, message reçu. Maintenant, on passe au sujet automobile. Pour la batterie, un test via Scan My Tesla. Pourquoi pas? J'y suis ouvert, j'y songe fortement, 150 000 km, 200 000 km peut-être, on verra. On fera un test via ce scan qui, j'espère, sera plus fiable que certaines applications que j'ai pu tester. J'ai testé Tesla Fi et Tesla For You avec des résultats mais vraiment complètement aléatoires. Ça variait d'un moment à un autre. Très rapidement, on pouvait avoir 0% d'usure, 6% d'usure, 10% d'usure. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. J'espère vraiment pouvoir avoir de meilleurs résultats avec Scan My Tesla. Quelle réparation avez-vous effectué au SC de Chambourcy au moment de votre participation à la vidéo Automobile Propre? Vous avez la réponse dans la vidéo, tout simplement, j'ai changé mes triangles de suspension. Question sur les trains roulants, j'ai l'impression d'entendre des bruits suspects, du coup, où en est ta voiture à ce niveau? Je l'ai expliqué un petit peu dans la vidéo, dans la deuxième. Et la deuxième, niveau charge, en tant que taxi, tu charges tout le temps, au cas où ou pas, car quand même, parfois, c'est juste niveau autonomie. Et si je ne dis pas de bêtises, pas de superchargeur WAV. Merci d'avance pour tes réponses. Effectivement, je charge dès que possible, dès que j'en ai la possibilité, dès que j'ai une pause. Je privilégie les chargeurs publics en 11 kW. Je recharge le temps d'une heure, 2 heures, quand je suis en attente client à un hôpital où je ne peux pas forcément faire autre chose qu'attendre. Quand on est à l'extérieur, on ne peut pas exercer notre activité de taxi partout. Donc il y a des fois on n'a pas le choix, on attend, donc je recharge mes temps de pause pour le midi. Voilà. Dès que j'en ai la possibilité, je recharge. Donc effectivement, on n'a pas de superchargeur WAV, donc on est obligé de se débrouiller avec les bornes publiques, ce qui n'est pas plus mal pour préserver la batterie. Avez-vous des imprévus au niveau de votre taf qui vous ont donné des sueurs froides par rapport à la recharge? Et autre question, depuis que vous roulez en Tesla, vous avez des nouveaux clients juste parce que vous roulez avec cette marque? Oui, j'ai déjà eu des imprévus, je ne vais pas dire le contraire, je ne vais pas vendre que du rêve, il faut prévoir. Quand on roule avec une voiture électrique, quand on roule en Tesla, on est obligé de plus ou moins prévoir ses journées. C'est pour ça que je recharge toujours le plus souvent possible. Il m'est arrivé peut-être en 1 an et demi à 2-3 reprises d'avoir un appel en fin de journée, une fois que j'avais bien diminué la batterie, pour partir d'un seul coup à Paris. 2-3 fois, effectivement, j'ai été obligé de refuser. Maintenant, je ne vais pas dire que c'était vraiment pénalisant parce que lorsque j'ai utilisé ma batterie une fois, voire 2 fois, parce que parfois je l'ai encore rechargée dans la journée, ça veut dire que déjà j'ai fait une bonne journée qui est largement suffisante pour le chiffre. Alors oui, il m'est arrivé de refuser, mais ça n'a pas été pénalisant au niveau chiffre puisque de toute façon mes journées étaient déjà faites. Est-ce que j'ai eu des nouveaux clients grâce à cette marque? Pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns, effectivement. J'ai des gens qui m'ont interpellé dans la rue en me disant qu'ils avaient envie d'être transportés avec cette voiture. Et puis j'ai quelques collègues qui m'appellent en me disant que certains de leurs clients aimeraient être transportés et profiter de mes services parce qu'ils ont tout simplement envie de faire un tour de Tesla, de voir un petit peu, de voir ce que c'est, ces voitures électriques, la nouveauté, le comportement. Il y a tout un tas de questions qui se posent et oui, ça interpelle et ça intéresse beaucoup. Donc ça, il m'est arrivé d'avoir quelques clients grâce à la voiture. As-tu des retours sur les frais qu'ils t'ont fait payer dû à leur erreur de géométrie? Non, absolument pas, mais j'avoue ne pas être revenu plus que ça sur la question, étant donné qu'il y a déjà une belle problématique à résoudre. Je la mettrai en avant si vraiment il y a besoin, mais je ne suis pas revenu plus que ça là-dessus.
Johan qui me demande un sujet sur les accessoires esthétiques possibles ou non, genre de petits béquets, etc. Johan, on se connaît, je crois, il me semble, hein, on se connaît très bien. Non, je vais pas faire de vidéo sur les accessoires tout simplement parce que j'en ai fait une première avec les accessoires que j'ai mis dès que j'ai eu la voiture. Et en fait, je compte pas mettre beaucoup plus d'accessoires. Je tiens à garder une voiture assez sobre pour le taxi. Maintenant, c'est au bon vouloir de chacun, hein, bien sûr. Mais il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que moi. Je prends d'exemple forcément mon ami Jérôme d'Electron Libre qui fait ça super bien. Je lui laisse vraiment ce créneau, c'est quelque chose qui fait beaucoup mieux que moi. Bilan sur les cardans, s'il te plaît, vu qu'ils sont énormément sollicités. Absolument aucun problème de cardan. Effectivement, j'ai mes problèmes de triangle de suspension, comme on a pu voir, mais ça, c'est assez inhérent à pas mal de Tesla Model 3 sortis dans les premières livraisons. Non, les cardans, pour l'instant, pas de souci. Bon, maintenant, j'ai 100 000 km, presque 110 000 maintenant. Je pense pas que ça devrait lâcher tout de suite. On verra au fil du temps. De toute façon, je continuerai à vous faire des retours. Vous verrez avec le temps ce que ça donne à ce niveau-là. J'aimerais savoir à partir de quel état la batterie faut-il la changer et combien ça coûte. On entend tout un tas de choses sur les batteries, 300 000, 500 000, 1 million. Moi, je vais vous dire une chose, je me réfère au réel, à ce qu'on constate chez nous, les taxis. On voit déjà sur Model S que la plupart des Model S dépassent assez facilement les 400 000 km. Passé les 400 000, arrivé à 500 000, on commence à avoir les premiers problèmes au niveau des batteries, au niveau de la dégradation, on commence à avoir de belles dégradations. Maintenant, il faut prendre aussi en compte que les premières Model S ont été très sollicitées au niveau des supercharges. Les premières Model S étant avec superchargeur illimité, beaucoup de taxis ont abusé des superchargeurs, ce qui a forcément plus vite fatigué les batteries. On verra, nous, en préservant un petit peu notre batterie, en évitant un peu les superchargeurs sur Model 3, puisqu'on n'a pas forcément accès gratuitement aux superchargeurs dans un premier temps si on n'a pas de parrainage, on fait en général attention, et d'une manière générale, quoi qu'il arrive, je dirais qu'il faut faire attention à sa batterie. On verra sur les Model 3, mais je présume un bon 500 000 km quand même. Au niveau du coût, on est normalement entre 17 000 et 20 000 euros pour le remplacement total des batteries. Ça, c'est des données qu'on a un petit peu à la louche chez Tesla. On a du mal à avoir de fortes précisions. Maintenant, on n'est pas obligé de changer toute la batterie. La batterie est divisée en 4 modules. Donc, on peut présumer un tarif de 4 à 5 000 euros par module. Voilà ce qu'il en est pour le coût de remplacement des batteries. Je comprends la logique d'un taxi qui passe à l'électrique, mais pour un particulier propriétaire d'une petite voiture essence qui vit en milieu rural proche d'une ville moyenne avec tous les commerces à proximité, comment lui conseillerais-tu de franchir le cap de l'électrique ? Alors déjà, je ne suis pas un aficionados électrique, ni Tesla. Je suis un bagnolard avant tout, comme diraient mes amis de chez POA. Je suis passionné de voitures depuis tout petit. J'aime autant les voitures électriques que les voitures thermiques. Je ne vais donc pas prôner la voiture électrique. Je pense qu'au fur et à mesure, on va aller de plus en plus vers l'électrification. Ce qui veut dire qu'on n'aura peut-être pas que du 100% électrique, puisque à côté, on a aussi les véhicules hybrides qui sont de très bons compromis, qui peuvent très bien fonctionner pour certaines catégories de personnes. Je dirais même qu'en fait, une personne qui roule peu n'a que très peu d'intérêt à passer au véhicule électrique, dans le sens où le véhicule électrique est pour moi encore un peu cher. On va aller sur des tarifs qui vont aller de plus en plus à la baisse, et là, au fur et à mesure, on pourra vraiment avoir quelque chose de très intéressant. Là, vraiment, pour y gagner quelque chose, on ne va pas forcément y gagner. On va passer au véhicule électrique si vraiment on a une réelle conscience, qu'on a une réelle philosophie en adéquation. C'est-à-dire que si vraiment on a envie d'avoir une voiture silencieuse qui pollue peu, qui polluera d'autres manières, puisque de toute façon on va toujours polluer un peu tant qu'on ne passe pas au cheval, ça on va être clair là-dessus. Mais au-delà de ça, il faut être vraiment convaincu par la philosophie de l'électrique. Donc comment je peux convaincre une personne ? Tout simplement, soyez déjà convaincu vous-même. Si vraiment vous avez envie d'une voiture qui soit silencieuse, propre, que vous n'ayez plus à avoir la contrainte d'aller à la pompe, que vous n'avez plus envie d'aller tout le temps en révision, parce qu'une voiture électrique a des révisions normalement plus espacées, je dis bien normalement parce que ça dépend des constructeurs, mais on a d'une manière générale beaucoup moins de révisions et d'entretien à faire, et donc d'intervention sur une voiture électrique. Voilà, donc simplement soyez convaincus par vous-même. Bilan des frais, entretien et carburant et comparatif avec les frais de votre ancien véhicule à 100 000 km. Alors j'avais fait une étude comparative entre mes deux véhicules, la Skoda Superb et la Tesla Model 3. Je confirme aujourd'hui à 100% la théorie de cette vidéo. Tout s'est confirmé de A à Z. Si on doit prendre le bilan 100 000 km,
Coût total pour le véhicule thermique, entretien et carburant. On met en dehors le prix d'achat. Entretien carburant thermique, on est à 11 000 euros. Entretien énergie du véhicule électrique, on est à 2 600 euros. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est complètement énorme comme différence. On va quand même rattraper les choses en disant que pour nous, taxi, on a aussi la récupération de la TVA qui compte, on a une récupération de la TIPP qui amoindrit un petit peu cet écart, mais on a un écart qui est quand même présent. As-tu fait protéger tes bas de caisse hormis la protection Téflon? Il paraît qu'il y a beaucoup de boue qui s'accumule dans les carters sous la voiture. Non, j'ai pas fait protéger mes bas de caisse. J'essaie de ne pas être trop dans la paranoïa. Le véhicule doit vivre comme il a été conçu. J'apporte quelques petites améliorations. Je contrôle un maximum de choses. Je soigne énormément ma voiture, comme vous avez certainement pu voir. Maintenant, non, effectivement, ça, j'ai pas encore contrôlé. Peut-être que je devrais, mais j'ai pas regardé. Et où peut-on se recharger gratuitement avec une Tesla? Tout simplement via ChargeMap. Il suffit de regarder toutes les bornes publiques qui proposent des recharges gratuites. Autre alternative, lorsqu'on achète une Tesla Model 3 ou si vous êtes propriétaire d'une Tesla Model 3, le parrainage, vous êtes parrainé ou vous parrainez à votre tour, ça vous permet d'avoir à chaque fois 1500 km gratuits qui se traduisent plutôt en quasiment 2000 km au réel. Ayant nous-mêmes une Tesla, nous avons eu cet été pas mal de galères pour trouver des chargeurs durant les vacances. Entre ceux en panne qui ne délivrent pas la puissance annoncée, ma question est donc, utilises-tu uniquement la Tesla pour ton travail ou également pour les vacances? Si oui, n'as-tu jamais eu de galère de chargeur? Sinon, quelle autre voiture as-tu? Merci. Alors pour les vacances, comme vous avez pu voir dans la vidéo, dans la seconde vidéo, j'ai montré ça, je suis parti effectivement cet été en vacances avec la voiture. Est-ce que j'ai eu des galères de chargeur? Non, parce que très clairement, j'ai principalement utilisé les superchargeurs. C'est tellement un confort pour partir en vacances, pour voyager, on a du mal à s'en passer. J'ai pas eu de nécessité de recharger ailleurs. Sur mon lieu de vacances, j'avais un point de recharge dont j'ai eu à peine besoin puisque de toute façon, quasiment l'intégralité des batteries de la voiture ont fait la totalité des simples petits voyages qu'on avait à faire pour les vacances. Il y avait besoin, j'avais tout simplement ma carte ChargeMap qui me permettait de recharger absolument partout où je voulais autour de moi. J'avais fait une petite vérification autour de mon lieu de vacances, il y avait tout un tas de bornes, il y avait largement ce qu'il fallait. Il suffisait de caler la voiture le temps d'une après-midi promenade quelque part et puis ça suffisait à recharger la voiture. Sinon, quelle autre voiture as-tu? Eh bien tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours ma Skoda Superb, mon ancien taxi, c'est assez sentimental. C'est un break, c'est une voiture à tout faire, c'est une thermique, effectivement ça peut nous emmener au bout du monde. Mais très sincèrement, à part pour quelques chargement où elle est bien pratique, elle ne me sert plus beaucoup. Une question sur le niveau d'usure de l'intérieur. Comment s'en sort la Tesla face à tes anciens taxis? Dans l'ensemble, elle s'en sort plutôt bien, comme je l'ai montré dans la vidéo. Les sièges sont restés en très bon état, les plastiques sont un petit peu plus fragiles. Sinon, j'ai réussi mon examen, place à la préparation de la conduite. Pas simple en ce moment, super, vraiment super content pour toi. Mais bon, faut pas lâcher le morceau, c'est clair, c'est du boulot. Ma TM3 Performance est prête, jolie, pour une grève d'équipements spéciaux. Un grand merci à toi le premier de cordée. Et dernière question, ton lumineux est-il bruyant? L'entends-tu plus que dans ton ancien taxi thermique? Alors oui, je l'entends un petit peu plus que dans mon ancien taxi thermique, surtout dans un premier temps. C'est vrai que quand j'avais ma voiture au début, j'avais l'impression d'entendre pas mal le lumineux, mais en fait on entend quelques petits bruits d'air un petit peu à droite et à gauche parce que déjà c'est une voiture électrique, donc on n'entend que ça, le moteur ne couvre pas les autres bruits autour. Et puis, en fait, au-delà de ça, finalement, on se rend compte que c'est un bruit auquel on s'habitue. Et lorsque je reprends ma voiture thermique, je préfère entendre 100 fois mes petits bruits d'air que d'entendre le moteur thermique qui casse les oreilles en ronronnant un peu. Après avoir parcouru 100 000 km, es-tu lassé de conduire ta Tesla Model 3? As-tu envie de changer de voiture? Ça, c'est une super bonne question. Ou au contraire, es-tu comme au premier jour, toujours aussi fan? Eh ben, je vais prendre la deuxième solution, toujours aussi fan, mais vraiment à 200% et peut-être même plus encore qu'au premier jour. Parce qu'à chaque fois, encore une fois, que je reprends un véhicule thermique, mais c'est un cauchemar à conduire. J'ai l'impression de conduire un dinosaure qui se traîne sans réactivité. Une voiture électrique, vous avez vraiment la réactivité qui est immédiate, totale, la souplesse. Ouais, non, j'en suis vraiment toujours aussi fan qu'au premier jour. Il n'y a rien qu'à bouger à ce niveau-là. As-tu envie de changer de voiture? Si je dois changer de voiture, ce sera certainement pour un autre véhicule électrique. Vas-tu changer ta Tesla pour le nouveau Model 3 qui sort en 2021? Ou attends-tu pour prendre le Model Y comme tu avais dit dans une vidéo? Je ne vais pas prendre le modèle 2021 tout simplement parce que ma Model 3 déjà n'est pas très vieille. Je compte l'amortir sur minimum 3 ans, ça c'est vraiment le minimum. À l'heure actuelle, elle a 1 an et demi passé, donc elle a encore un petit peu de temps devant elle. 3 ans c'est le minimum, j'irai peut-être jusqu'à 5 ans. La prochaine, la Model Y me fait de l'œil.
Maintenant, la Model S aussi me fait un petit peu d'œil également. Je ne sais pas encore. Dans un premier temps, je dirais Model Y, mais ça pourrait partir sur une Model S, ça pourrait partir sur autre chose. Je ne sais pas encore, on verra dans le temps, mais il y a quelques candidates effectivement qui font leur entrée en jeu. J'étudie toujours ça très en avance. Je m'intéresse à pas mal de voitures autour, donc non, on continue d'étudier tout ça. J'étudie toujours très largement mes prochains achats et je verrai en temps voulu. Question qui a peut-être déjà été posée, vu qu'on n'utilise pas tant que ça le frein pour décélérer, comment se comportent les freins régénératifs et les autres pièces qui sont là pour absorber l'énergie cinétique? Ça marche toujours aussi bien, pas de bruit suspect à la décélération, aucun problème à ce niveau-là, pas de bruit à la décélération, pas de problème au niveau du freinage régénératif, tout fonctionne à merveille comme au premier jour, le moteur pareil, j'ai aucun problème de ce côté-là. Salut, je suis aussi taxi, je suis sur le Finistère Nord, j'ai atteint les 120 000 km et c'est du bonheur de rouler en RWD long range, bilan ultra positif. Je suis super content d'avoir des retours comme ça, moi ça me fait plaisir de voir que vous aussi vous êtes super satisfait et que malgré tout, vous voyez, il y a des taxis qui ont déjà fait beaucoup plus de kilomètres que moi, hein, et encore je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont encore au-delà. J'espère que vous me ferez un maximum de retours, on va condenser un petit peu tout ça et faire un maximum de retours sur cette super voiture. Qu'est-ce que ça donne en termes de fiabilité des finitions après 100 000 km et moult passagers? Est-ce que les joints se décollent? Certaines parties commencent à subir les kilomètres? Non, au niveau des joints, pas de souci, ça n'a pas bougé. Alors effectivement, on se rend compte très vite qu'on a des joints qui ne sont pas de super qualité, parce qu'ils ne sont pas toujours d'une super finition, pas très bien ajustés. Mais pour le moment, ça ne bouge pas. On verra au fil du temps. Une idée du prix de revente au bout des 3 ans et X kilomètres. Si tu cherches un acheteur, je serai présent. Alors, vous êtes super nombreux à me demander quand est-ce que je vendrai ma voiture et à me dire que vous serez certainement intéressé. Chose que je peux comprendre parce qu'effectivement, acheter une Tesla kilométrée, c'est un super bon choix dans le sens où les batteries peuvent durer très longtemps et ça vous permet d'acheter un très bon véhicule électrique à moindre coût. Alors, le prix de revente au bout des 3 ans, déjà, je ne peux pas dire si je vais la revendre au bout de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Ça va se faire dans ce laps de temps. Quant aux acheteurs, j'en ai déjà pas mal. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage en fait qui sont super intéressées par le véhicule. Donc les premiers qui m'ont demandé, je leur ferai la proposition dans un premier temps. S'ils la veulent, tant mieux. S'ils ne la veulent pas, c'est pas grave. Je continuerai de la proposer aux personnes suivantes. Et si les personnes qui se sont présentées ne l'achètent pas, effectivement, là, j'étendrai un petit peu les offres. Combien je la vendrai? Très clairement, elle sera vendue moins de 20 000 euros. Ce prix ira en se dégradant au fil du temps selon si je la vends au bout de 3, 4 ou 5 ans. Côté batterie, on sait tous qu'il y a forcément un peu de perte d'autonomie, mais côté moteur, fait-elle toujours le 0 à 100 dans le même laps de temps donné lors de sa sortie d'usine ou y a-t-il un ressenti de perte de puissance? Le ressenti est toujours le même, elle a sa pleine puissance, je dirais même qu'elle a même plus de puissance que lorsque je l'ai eue puisqu'il y a eu des mises à jour. Et avec les mises à jour, on a eu le fameux gain de 5% qui était vraiment assez conséquent, on le ressentait vraiment dans l'accélération. Donc ma voiture accélère plus fort qu'au premier jour, ça il y a que Tesla qui peut faire ça. Et non, j'ai absolument aucune perte de ce côté-là, la voiture est toujours aussi performante. Dans la description, vous mettez que vous avez une Model 3 Long Range RWD, mais vous pouvez faire seulement 440 km alors que sur le site de Tesla, la Long Range est à 580 km d'autonomie. Je comprends pas trop pourquoi autant de pertes, j'aimerais comprendre car j'envisage dans l'avenir d'en acheter une également, mais j'essaie d'être convaincu à 100% pour franchir le cap. Alors, oui, ça c'est une question qui peut être assez récurrente. C'est vrai que beaucoup de personnes se fient à l'autonomie WLTP qui n'est pas forcément représentative du tout. La plupart des utilisateurs de véhicules électriques le savent, mais pour les autres c'est normal, ça paraît encore être un petit peu flou tout ça. Non, tout simplement, ne vous fiez pas trop à ce kilométrage WLTP. Retirez au moins 20 à 30% par rapport à ce kilométrage si vous voulez vous fier à un kilométrage, une autonomie réelle. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Si jamais vous faites beaucoup d'autoroutes, la voiture va consommer beaucoup plus. Si vous roulez l'hiver, que vous mettez le chauffage, on va consommer encore davantage. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Il faut bien prendre tout ça en compte. Donc non, effectivement, ma voiture qui est donnée, personnellement, la mienne, c'est 600 km d'autonomie. Moi, je pars toujours sur 400 km de moyenne. Et encore, en étant assez large, parce que je fais beaucoup d'autoroutes et lorsque je vais sur l'autoroute l'hiver, je suis plutôt à 350. Maintenant, effectivement, les 600 km de WLTP, vous pouvez aller chercher. Si vous faites de la nationale toute la journée à 80 km/h et que vous êtes protégé du vent, qu'il n'y a pas de pluie, qu'il n'y a rien, vous avez des conditions idéales, oui, vous pourrez aller chercher les 600 km, mais ça, c'est des normes records.
Pour un taxi qui veut passer électrique, tu conseillerais d'acheter la modèle 3 ou d'attendre la modèle Y? Je ne parle pas d'autonomie, mais de confort et d'accessibilité pour les clients. Oui, si on doit parler d'accessibilité, très clairement, la modèle Y va être beaucoup mieux adaptée. La modèle 3 est très bien, elle est suffisante en taille, mais il y a quand même le facteur véhicule bas qui joue en sa défaveur. On a quelques personnes, selon les pathologies ou selon la grandeur, qui peuvent avoir un petit peu plus de mal à rentrer, à se pencher pour rentrer dans la voiture. C'est pas hyper gênant en soi, c'est pas insurmontable, dans l'ensemble ça va, mais c'est à prendre en compte. Effectivement, la modèle Y sera mieux à ce niveau. Votre ressenti sur la tenue de route d'une propulsion par temps de pluie sur route sinueuse? Absolument aucun problème, l'électronique fait des merveilles. Le rayon de braquage n'est-il pas contraignant dans certaines situations? Oui, il est contraignant dans certaines situations. La voiture braque très mal. L'état de ton siège conducteur, le mien à 80 000 km et quelques plis superficiels mais bien visibles, comme on a pu voir dans la vidéo. J'ai quelques petits plis aussi, mais vraiment rien de très méchant. Et pour moi, ces plis sont normaux. Un cuir, ça vieillit, ça vit, c'est normal. Il y a des petites marques, des petites choses. Il vieillit très très bien pour moi. Petite question, quelle est la meilleure assurance pour le taxi en Tesla Model 3? Moi, je suis assuré chez la MFA. Je suis très content de leurs tarifs et de leurs conditions. Maintenant, il y a beaucoup de taxis qui sont aussi assurés ailleurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont assurés chez Alliance pour les Tesla. Personnellement, j'avais de meilleures conditions chez la MFA. Le chargeur préféré est le plus proche ou le plus éloigné du transformateur? Moi, je me mets au plus éloigné, mais à mon avis, ça n'a absolument aucune conséquence. Je ne pense pas. Les 100 000 km, mais au bout de combien de temps? J'ai mis 1 an et demi avec le Covid, le confinement. J'ai roulé beaucoup moins que prévu. En général, je suis plutôt à 80 000 km l'année. Là, j'ai mis un petit peu plus de temps pour atteindre les 100 000 km. Il n'y a pas de remplacement de liquide de batterie à 100 000 km. A priori, Tesla préconiserait ce remplacement pour 160 000 km à la deuxième révision des 80 000 km, donc pas avant. Ton avis sur les service centers? Petit problème, révision, éloignement, est-ce un inconvénient? Oui, très clairement, le fait d'être loin de sa concession, c'est un problème. Dès qu'on a le moindre pépin comme un pare-brise à changer, parce que chez Tesla, on est obligé de passer par Tesla pour le pare-brise, on est obligé d'aller chez eux. Moi, j'ai quasiment 400 km aller-retour. Ne serait-ce que pour faire constater un petit souci ou un gros souci, comme j'ai eu pour mes triangles, j'ai été obligé de faire 400 km aller-retour, simplement pour faire constater. Ça me chagrinait tellement, c'est mon outil de travail. J'ai pas eu d'autre choix que de me déplacer parce que Tesla a énormément de mal à répondre au téléphone, donc j'y suis allé au culot, je me suis déplacé directement. Mais il a fallu que je revienne ensuite pour l'intervention après. Donc oui, c'est une contrainte. Quand tu fais beaucoup d'autoroutes, 130 je suppose, autonomie constatée, j'ai répondu je crois avant, on va dire 400 km l'été, 350 km l'hiver. Vas-tu la garder longtemps? 3 à 5 ans. Prochain achat, la grande autonomie ou pas? Oui, très clairement, il me faut une grande autonomie. Tes collègues taxi avec Tesla ou pas? La plupart de mes collègues taxi sont en Tesla. On a un collègue taxi qui avait commencé avec une Hyundai Kona. Il en était super content. Et là, au changement, il est passé sur une Tesla Model 3 pour le confort des superchargeurs. On a aussi un collègue qui est en Kia e-Niro, qui en est relativement content parce qu'il ne fait que de la ville. Et il est très content du service de chez Kia. Un très bon suivi client, très bonne garantie, très bonne voiture. Donc on va dire sur les... On est quoi? On est 7 taxis en véhicule électrique sur le Havre. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'une Kia e-Niro et les 6 autres sont en Tesla Model 3. Au sujet des P0, peux-tu nous faire déjà un retour sur ta sensation de silence, mieux ou pas que les Michelin et Dunlop? Oui, très clairement, les Pirelli P0 sont ultra silencieux. Les Dunlop étaient un peu plus silencieux que les Michelin, les Pirelli P0 le sont encore plus. La dégradation de la batterie est-elle réversible? Si on se met à utiliser des charges lentes, cela peut avoir un effet réversible? Non, très clairement, malheureusement, quand la batterie est dégradée, elle est dégradée, on ne peut pas forcément revenir en arrière. On pourrait avoir des petites variantes par rapport au BMS. C'est l'ordinateur de bord en fait qui fait des calculs différents, qui parfois va vous rajouter quelques kilomètres d'autonomie supplémentaire, mais ça c'est vraiment informatique. La batterie en elle-même ne va pas récupérer de l'autonomie. Recommandez-vous les P0 en toute saison? Ne changez-vous pas de montre pour l'hiver? Non, moi je reste en pneu été toute l'année, tout simplement parce que nous en Normandie, il y a bien longtemps qu'on n'a plus de neige. Alors pendant un certain temps, c'est vrai que je passais toujours sur des pneus neige, mais à chaque fois ça ne me sert pas à grand chose. Donc pour le moment, je reste en pneu toute saison. Un traitement complet céramique ne serait pas le mieux pour protéger la peinture pour pas trop cher. Alors en fait, ma voiture est déjà céramiquée. Alors pour pas trop cher, on en a quand même pour 1000 € un traitement céramique. Maintenant, on ne peut pas dire que ça protège vraiment la voiture. Je dirais plutôt que ça facilite l'entretien de la voiture. C'est une petite couche de protection, mais pas suffisante pour vraiment protéger des impacts par exemple.
J'envisage l'achat prochain d'une Model 3 d'ici 1 ou 2 ans, sachant que j'utilise quand même peu ma voiture. Est-il néfaste pour la batterie de rester longtemps à l'arrêt, genre 7-10 jours sans bouger? Est-ce que la batterie perd rapidement de la charge si la voiture reste un moment à l'arrêt? Eh bien c'est simple, on perd à peu près 1% par jour, donc 7-10 jours, 7 à 10% de perte, rien de très méchant. Si on recharge jusqu'à 90%, on sait que la voiture tiendra à 90 jours, donc ça laisse vraiment pas mal de marge. Juste pour savoir comment tu laves ta voiture extérieurement, rouleau, Karcher ou à la main. Clairement, Karcher et à la main. Le rouleau, j'ai complètement éliminé ça de mes choix, tout simplement parce que entre les micro-rayures et les brosses qui viennent rayer les jantes aluminium, non, c'est une catastrophe, ça je vais arrêter. Donc Karcher et à la main principalement. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre un peu, que les prix baissent un peu pour prendre une Model 3 d'occasion? Ça vaut toujours le coup de prendre une Model 3 d'occasion, c'est clair et net. S'il y en a quelques-unes sur le marché, n'hésitez surtout pas, c'est un super produit. D'autant plus que les Tesla Model 3 de première génération ont parfois essuyé quelques petits problèmes de jeunesse. Et bien si vous achetez une Tesla Model 3 d'occasion, ces problèmes-là, la plupart du temps, auront été éradiqués, réglés, vous serez tranquille au moins avec ça. Donc Model 3 d'occasion, c'est clair et net, si vous en trouvez à des prix corrects, foncez, ce sera forcément une bonne affaire. Je voulais te poser une question sur la base de ton expérience. J'étais pas mal intéressé pour prendre une Tesla, mais on me l'a déconseillé par rapport à mon kilométrage annuel, 120 000 km par an. Je voulais savoir ce que tu en pensais. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps où je donnais quelques conseils sur les taxis, à savoir si une Tesla était faite pour tous les taxis. Et j'insiste bien sur ce sujet. Les voitures électriques, même les Tesla, ne sont pas forcément adaptées à tous les taxis. J'ai envie de dire que chaque cas est particulier. Ça dépend si vous avez un superchargeur à côté de chez vous qui peut vous sauver la mise. Ça dépend si vous avez des superchargeurs sur des trajets réguliers que vous avez tendance à faire, comme moi j'ai tendance à faire. Ça dépend si vous avez des solutions de recharge intermédiaires. Ça dépend si vous avez le temps de recharger entre deux. Il faut prendre tout ça en considération. J'aurais tendance à dire qu'au-delà de 100 000 km par an, on commence à arriver sur une certaine contrainte. Beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc vraiment, à chacun de voir par rapport à sa propre utilisation. Les superchargeurs sont interdits aux taxis, VTC, camionnettes, véhicules commerciaux et véhicules de société. Ça, c'est une remarque sur laquelle je tenais absolument à revenir. Vous avez été très nombreux à me poser la question ou à me dire carrément, ne va pas au superchargeur, c'est interdit. Alors, je vais très clairement vous répondre ce qui m'a été répondu par Tesla France lorsque je me suis moi-même posé la question avant d'acheter la voiture, puisque ça, c'était un critère absolument important et je tenais à pouvoir respecter les règles. Il m'a été très clairement annoncé par Tesla France avant que je commande ma voiture que cette interdiction était une simple traduction de Tesla USA et que Tesla France, voire même Tesla Europe, ne tenez pas à faire valoir cette interdiction tant qu'il n'y aurait pas de problème de bouchon au superchargeur. Il y a eu des règles qui ont été instaurées pour faciliter le turnover, comme les frais d'occupation. Ces frais d'occupation ont très grandement amélioré le turnover sur les superchargeurs. Les seuls moments où on peut voir quelques bouchons, c'est uniquement sur les périodes de grandes vacances. Et sur les périodes de grandes vacances, c'est généralement pas forcément les taxis qui créent les bouchons, c'est tout simplement l'afflux de personnes qui partent en vacances et qui utilisent les mêmes routes au même moment sur des heures de pointe qui peuvent créer quelques affluences. Mais en aucun cas, les taxis ne viennent réellement perturber le système. Donc très clairement, pour l'instant, Tesla Europe ne souhaite pas appliquer cette règle. Il n'y a donc aucun souci à ce que les taxis, pour le moment, viennent à utiliser les superchargeurs. Mais il m'a été quand même précisé que nous ne sommes pas à l'abri d'une future interdiction si jamais il devait y avoir problème. Une petite remarque qui m'a fait beaucoup sourire. Je confirme, toujours des moments de partage quand tu recharges. Jamais vu de personne vraiment échanger des mots à la pompe à essence. C'est clair et net. On a vraiment dans le monde du véhicule électrique une super communauté, une grande convivialité. Peut-être que ça changera vraiment un jour si vraiment le véhicule électrique venait à se démocratiser. Mais pour le moment, aujourd'hui, on a encore une belle communauté. Toi qui as connu les régulateurs adaptatifs du groupe Volkswagen avec Skoda Superb, il me semble que ceci se désactive lorsque tu mets le clignotant pour doubler et se réenclenche automatiquement. Ce que ne fait pas une Tesla Model 3, tu confirmes? Qu'est-ce qui est le plus confortable entre régulateur Volkswagen et Tesla? Ça, c'est une question hyper intéressante sur laquelle j'avais envie de revenir parce que très clairement, il y a effectivement une très grande différence de confort entre l'autopilote Tesla et le Lane Assist de chez Volkswagen. Le Lane Assist, qu'est-ce que c'est? C'est quasiment la même chose qu'un autopilote avec moins de précision. La direction est un petit peu plus floue lorsqu'on est en ligne droite, mais ça fait à peu près le même job. La Tesla Model 3, comme toutes les Tesla d'ailleurs aujourd'hui,
L'autopilote niveau 1, on doit désactiver l'autopilote pour changer de voie, le remettre si on reste sur la voie d'à côté. Si on veut revenir, on le désengage, on le remet. C'est super fastidieux, c'est vraiment casse-pied. Le LAN assist de chez Volkswagen, une fois que votre LAN assist est engagé, votre voiture tient sa voie, vous mettez votre clignotant, le LAN assist se désengage, vous vous mettez sur la voie d'à côté, vous désengagez votre clignotant, le LAN assist se réengage. Ça fonctionne à merveille en totale transparence avec un grand confort. J'étais très très fan de mon LAN assist sur ma Skoda et je ne retrouve pas ce plaisir, cette sécurité sur l'autopilote niveau 1. L'autopilote niveau 1 va très bien conserver la trajectoire de ma voiture lorsque je l'engage. Si j'ai quelque chose d'autre à faire, si je perds un petit peu ma attention, bon, c'est pas bien, faut pas le faire, hein, mais c'est des choses qui peuvent arriver. L'écran tactile, hein, comme j'ai déjà dit, hein, des fois quand on fouille dedans, moi je préfère mettre l'autopilote pour être sûr parce que effectivement on se déconcentre un peu. Un LAN assist comme chez Volkswagen, j'aurais aimé ça sur ma Tesla Model 3. Effectivement, avec le même coût, c'est une option qui m'avait coûté 750 €. Là, si je veux la même chose chez Tesla, c'est 7500 €, je multiplie par 10. Alors certes, le FSD, c'est pas que ça, c'est un pari sur l'avenir avec des fonctions qui pourraient se débloquer plus tard. Mais actuellement, pour moi, ça ne vaut pas 7500 €. Donc oui, un grand point pour le LAN assist Volkswagen. Comment tu vas régler ton problème de triangle de suspension ? Très clairement, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment Tesla va régler le problème, puisque aujourd'hui, j'ai refusé de payer la facture. Pour moi, c'était inadmissible. J'attends donc tout simplement que Tesla daigne me répondre à mes multiples relances pour savoir de quelle manière on va régler ça. Mais aujourd'hui, Tesla n'est pas réglé. Et le plus perdant, c'est pas moi dans l'histoire, hein. Et ça me peine parce que je déteste ça, j'aime pas avoir des choses en suspens comme ça. Mais aujourd'hui, on en est là. Pour l'instant, Tesla m'a pas donné suite plus que ça, ne répond pas à mes mails. Donc, on verra à l'avenir ce que ça donnera. Tu payes combien le plein de recharge, que ce soit avec tes superchargeurs ou la recharge à la maison? Alors, très simplement, dans la première vidéo bilan des 100 000 km, j'ai fait 2 recharges avec les 1% à 100%. La première charge, j'étais obligé d'interrompre, mais on était à 6 €. La deuxième charge était à 16,50 €. On a fait de 1% à 100%, ça nous a coûté 22,50 €. On a eu une petite augmentation ces derniers temps, qui est plus ou moins justifiée, puisqu'il y a très longtemps que Tesla avait augmenté ses tarifs. On reste, quoi qu'il arrive, bien en dessous de multiples options de recharge. On est sur un tarif vraiment très correct. À la maison, j'ai une des solutions les moins chères. J'ai changé de fournisseur d'énergie. J'en reparlerai dans un autre sujet. Une recharge à la maison, ça me coûte 9 € en heure creuse. Est-ce que l'écran central est un problème pour le compteur comparé à un affichage tête haute classique? Alors, l'écran central, moi, il me comble pleinement. On a notre compteur de vitesse qui est ici, vraiment très gros, on ne voit que ça. J'ai envie de dire, je peux garder ma voiture jusqu'à 70, 80, 90 ans. Même si j'ai mes grosses lunettes, je verrai toujours le gros chiffre qui est là sans aucun problème. Au-delà de ça, bon, trêve de plaisanterie, si on doit comparer un affichage tête haute sera un peu mieux. On est vraiment en plein dans le champ de vision du pare-brise. Maintenant, si je dois comparer ma tablette avec ce qu'on avait avant, pour habitude, nos anciens compteurs classiques, très clairement, ma tablette, elle me convient beaucoup mieux. C'est beaucoup plus visible d'avoir ma vitesse juste là que d'avoir mes compteurs sous le volant où il faut chercher un petit peu où situer l'aiguille. Non, très clairement, je suis complètement satisfait. J'hésite vraiment, j'aimerais changer de métier et tu m'as donné envie de faire taxi en Tesla. Comment es-tu devenu taxi? Un peu bête comme question. Ce n'est pas une question bête du tout. Il y a plein de façons de devenir taxi. Effectivement, tu travailles à ton compte? Oui, je travaille à mon compte. Et très clairement, pour faire simple, je compte réaliser une vidéo pour 2021, faire un sujet complet sur le métier de taxi. Vous êtes très nombreux à me poser la question, à savoir quelles sont les ficelles du métier, comment devient-on taxi, qu'est-ce qu'on peut espérer comme salaire en étant taxi. Il y a tout un tas de choses à savoir, mais alors là, il faut un très gros sujet complet. Je vais me faire un très grand plaisir de le réaliser, puisque si je peux partager ma passion, mon métier, puisqu'aujourd'hui, je peux vraiment le dire, mon métier, c'est une passion, c'est presque une vocation que je me suis découvert. Si vous aimez conduire, si vous aimez le contact clientèle, c'est très important. Si vous êtes organisé, parce que le taxi, c'est pas simplement conduire, c'est aussi beaucoup d'organisation. Vous êtes à votre compte, c'est de l'administratif, c'est de la comptabilité, c'est énormément de choses autour. Si vous avez tous ces sens-là, si vous sentez que le métier vous attire, vous plaît, tout simplement, je ne pourrais que vous encourager à vous lancer sur ce métier merveilleux. Moi, je suis vraiment un passionné de mon métier. Vraiment, c'est avec un grand plaisir que je partagerai tout ça avec vous.
En tout cas les amis, cette vidéo foire aux questions touche à sa fin. Je suis très content encore une fois de partager tout ça avec vous. Je ne manquerai pas de revenir encore avec vous sur la suite, les 150 000, les 200 000 km, les 250 000 km de la voiture et plus encore si affinité. On voit tout ça tous ensemble dans le futur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer de partager les aventures ensemble. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.